Jean-Dominique Leduc au micro de Vous avez dit BD, un balado qui se consacre entièrement et exclusivement à la bande dessinée québécoise. Merci d'être des nôtres, c'est toujours très très apprécié de se savoir écouter. Et pour question de vous remercier d'être des nôtres, on reçoit aujourd'hui un invité de marque. Oui, on peut l'affirmer. Samuel Quentin. Samuel, salut. Salut. Bienvenue. Ah, merci, je suis content d'être là. C'est un grand plaisir pour moi de te recevoir. Et on va essayer de démystifier un peu qui est Samuel Quentin. Okay. Petit aura de mystère autour de toi. Est-ce que c'est entretenu ou... Non, okay. Okay. Non, je pense que je suis juste pas connu. Oh, ça ne saurait... assez longtemps que... Ça ne saurait tarder. Non, quand même, t'es connu. T'es connu. D'ailleurs, la preuve, Samuel, c'est que tu es dans les... Et là, j'utilise les guillemets, je les mime même, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent et qui nous voient pas. Tu es encore un relativement jeune auteur. C'est-à-dire que, mais tu es un de ceux qui a réussi à aller chercher du lectorat à l'extérieur de la bulle de la bande dessinée conventionnelle. Il y a des auteurs qui... Oui, non, je confirme. Ah, ouais. Je confirme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément d'inclinaison pour la bande dessinée, mais tout à coup, il y a un nouveau Samuel Quentin, ça leur prend. Il faut absolument qu'ils le lisent. Et ça, c'est assez particulier. Vous êtes quelques auteurs comme ça, comme Sviane, entre autres aussi, Michel Rabagliati, qui est un moins jeune auteur, là, mais qui réussissait à aller chercher, donc, c'est ça, des nouveaux lecteurs. Est-ce que tu étais conscient de ça? Non, pas vraiment. Oui, j'étais conscient en voulant dire que des fois, il y a des gens qui arrivent puis qu'ils ont lu un de mes livres, puis je suis comme, je suis donc bien surpris, tu sais. Mais je sais pas, dans mon cas, c'est peut-être, tu sais, j'ai l'impression que Michel, lui, tu sais, c'est normal parce qu'il est super connu, tu sais, puis c'est un méga hit, les Pauls. Mais moi, je sais pas si c'est parce que j'ai comme pas l'impression de faire de la BD tant que je fais de la BD, là, mais tu sais, il y a comme je sais pas, il y a beaucoup de textes, je sais pas, je sais pas si je vais peut-être chercher une petite gang côté littérature parce que c'est long à lire, je sais pas. Oui, parce que c'est très dialogué. C'est très dense côté dialogue, puis je sais que je disais que je faisais pas de la BD, c'est 100% de la BD, là, tu sais. Mais quand je le conçois, je l'imagine, ça pourrait être une pièce de théâtre, ça pourrait être un film, tu sais. Je suis moins obsédé par l'aspect graphique peut-être là, que certains. Je sais pas, j'ai le feeling que c'est peut-être ça qui me démarque. Je sais pas si c'est une bonne affaire. Oui, c'est une très bonne chose dans la mesure où justement, quand on lit du Samuel Quentin, on le sait qu'on lit du Samuel Quentin. C'est-à-dire que de par ton grand talent de dialoguiste, mais aussi de par ta folie, de par les univers que tu réussis à construire, il y a comme il y a vraiment une marque de commerce. Là. Il y a vraiment un univers on sait qu'on est dans du Samuel Quentin. On y reviendra tantôt parce que Samuel Quentin incorporé élargit ses activités. Hein? Ouais. Je suis à plein là-dedans. Oui. On va y revenir. Okay. Tout d'abord, on va... Mais les gens sont hooked, sont de quoi ils parlent. Mais c'est ça le truc. Et on en parlera juste à la fin. Vous n'aurez pas le choix de nous écouter. C'est bon. Mais question de planter le décor. Donc, Samuel Quentin, tu débutes ton feuilleton web spatio-existentialiste Phobie des moments seuls en 2010. 2010, ouais, novembre 2010. Ah oui, donc publié aux éditions Papa en 2011. Novembre 2011. Donc ça s'est fait rapidement. C'est pas mal un an jour pour jour. En fait, je commence le blog en novembre 2010. Un petit peu après Noël. J'étais très assidu au début, là, tu sais, j'avais comme 25 entrées d'avance, fait que je publiais, tu sais, à chaque jour, du lundi au vendredi. Fait que rendu après 2 mois, mettons, là, tu sais, novembre, décembre, c'était quand même assez garni, tu sais, il y avait déjà beaucoup d'entrées. Puis je pense début janvier ou mi-janvier, Luc Bossé, l'éditeur de Pawpaw, des éditions Pawpaw, le grand Manitou des éditions Pawpaw, m'écrit un message Facebook, tu sais, puis il avait vu le blog, puis on s'est rencontrés, puis il était comme, j'aimerais ça le publier, tu sais.
Fait que, tu sais, rapidement, 2-3 mois après que le blog existait, on était j'étais comme, oh, OK, on va faire un livre avec ça, tu sais. Malade, tu sais. Fait que là, déjà, là, j'ai continué à faire le blog, mais en sachant que ça allait être un livre, puis là, au courant du printemps puis de l'été, on a fait comme la job d'édition, là, qui était quand même considérable pour Phobie, parce que le format avait été pensé pour pour le web, tu sais, puis il y a beaucoup de textes, tu sais, c'était difficile de jouer dedans là, pour le rendre présentable des pages, fait qu'il a fallu que je réécrive tout, tu sais, fait que ça a été ça le gros de la job extra à faire, là. Mais au point de départ, dans Phobie des moments seuls, lorsque tu te lances en ligne, t'as aucune idée. Est-ce que tu avais déjà des aspirations de le publier un jour, ou c'était vraiment... Oui, vraiment. Okay. Ouais, ben de publier cette affaire-là? Oui. OK, je pensais juste publier. Oui, non, mais je parle de la phobie des moments seuls, là, au point de départ. Oui, c'est sûr que oui, mais tu sais, je pensais pas concrètement à ça, tu sais, c'était plus quelque chose que je lançais. Ça s'est fait sur un coup de tête un peu, là, tu sais, l'idée de lancer le blog, c'était comme un projet que j'étais comme, OK, ça, c'est juste que j'aimais l'idée, je la trouvais bonne. J'aurais pas lancé un blog de n'importe quoi, tu sais, je pense pas que j'aurais fait un blog avec Whitehorse, tu sais. C'est dur de me mettre dans ces sujets-là maintenant, là, mais c'était que j'aimais le format, j'avais juste eu ce flash-là, c'était des entrées de journal du docteur Marcus Pigeon. Tu sais, je trouvais que c'était justifié de d'en mettre un par jour sur Internet. Je le voyais pas tant que ça comme un livre dans la forme, là, tu sais, je le voyais vraiment, je pensais vraiment au blog, tu sais. Oui, parce que le format s'y prêtait bien, justement. Exactement, là. C'est ça. Tu sais, je sais pas si j'aurais eu l'idée de mettre une histoire plus longue, une page par jour sur Internet. Je sais même pas si le flash me serait venu, tu sais, je sais que ça se fait, là, tu sais, mais c'était vraiment parce que j'aimais le format, je trouvais ça approprié pour le journal de Marcus Pigeon. Mais tu sais, rapidement, en faisant ça, j'étais comme, hey, ça serait cool, là, va falloir que je fasse va falloir que je publie ça, va falloir que je rassemble ça, tu sais, j'y pensais pas concrètement. Tu sais, c'est ça, c'était quand même vite, là, quand Luc m'a 2 mois et demi, là, à peu près, là, tu sais, depuis que ça roulait. Fait que oui, j'y pensais un petit peu, mais j'étais occupé à faire rouler le blog, surtout, là, tu sais. Fait que je me disais probablement que j'allais l'auto-éditer ou je sais pas, là, éventuellement faire un recueil, là, tu sais, là. Et donc, la rencontre s'est bien passée entre Luc Bossé et toi, parce que suite à Phobie des moments seuls, en 2013, donc 2 ans plus tard, Ville et Misérable. Et là, ça, je vais m'en souvenir toute ma vie de cette lecture-là, parce que c'est un grand coup. C'est-à-dire que ce livre-là n'a pas d'égal. C'est un ovni, littéralement, là. C'est... Ouais, je sais. D'ailleurs, c'est un livre. C'est très difficile de parler de ce livre-là parce que il y a tellement de dimensions. Essayer de faire un pitch de 15 secondes de Ville et Misérable, c'est excessivement difficile. C'est très audacieux comme album. Et donc, le courant a passé entre Luc et toi. Est-ce que Ville et Misérable, c'est un projet aussi que tu traînais dans tes cartons? Ou... Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant de Ville, c'est je sais pas, le fait qu'il est son aspect si particulier, mettons, j'ai de la misère à l'expliquer moi aussi. Puis à chaque fois que les gens m'en parlent, tu sais, ça va être souvent comme ça sort d'où cette idée-là, tu sais. C'est un livre qui a été comme in the making, si on veut. Là, j'ai mis les guillemets moi aussi. Là. Oui, t'as mis les guillemets. Tous les termes anglais que je vais utiliser, il va y avoir les guillemets avec mes mains. Il a été comme je le faisais depuis les 6 ans avant, un peu d'une manière ou d'une autre. En fait, ce qui est arrivé, c'est ça, quand j'ai rencontré Luc, quand on a fait Phobie, il est sorti. Là, après, j'ai comme eu un déclic dans ma tête. Tu sais, moi, j'avais toujours dessiné, mais j'avais jamais pensé à ça comme... vraiment comme... artistiquement, je me dirigeais plus... j'avais étudié en cinéma, puis après, j'avais étudié en création littéraire. Fait que j'ai toujours voulu... c'était ça, tu sais, je lisais des romans, je regardais des films, je me disais, je veux soit être réalisateur, soit être romancier. Tu sais, c'était les 2 affaires. Puis... Pendant ce temps-là, je dessinais depuis toujours, mais tu sais, plus dans mes marges de cahier, tu sais. C'était comme devant moi depuis tout ce temps-là, dans le fond. Puis
Phobie, c'était des affaires que je faisais dans mes carnets de croquis, là, tu sais, mais c'était des affaires au hasard, là, tu sais, jour 360, le commandant est viré fou, tu sais, puis là, il y avait un dessin drôle, puis c'était juste pour moi, mais je me disais, ça, c'était un bon, en tout cas. Mais là, une fois que ça, on a publié ça, là, j'étais comme, on dirait que là, les valves se sont ouvertes, puis j'étais comme, OK, ben là, toutes mes idées de films, de romans, qui sont inachevés, ou que, tu sais, que je chantais, peut-être que j'avais pas la capacité, tu sais, je pense que la BD, c'était le parfait médium pour moi, pour mes capacités aussi, tu sais. Ça prend certaines qualités pour être réalisateur de films, ou peut-être je suis pas prêt. Puis romancier aussi, tu sais, je suis content, j'ai écrit des courts romans, des tentatives de, puis je suis vraiment content qu'il n'ait pas été publié en 2007, là, tu sais, là, je suis... Mais en 2011, on dirait que c'était de faire Phobie, j'étais prêt à ça, tu sais. Fait que là, Ville, ce qui nous amène à Ville, c'était quand j'étais à Concordia en cinéma, mon film s'appelait, en tout cas, j'avais fait mon film de première année, ça s'appelait Petite farce. Puis c'était comme une idée que j'avais depuis toujours, puis c'était pas concret, c'était plus comme une vision, pas une... J'avais une vision. Mais t'as pas utilisé les guillemets, fait que ça va. Non, c'est ça. Mais c'était l'histoire d'un gars habillé en diable, qui travaillait dans un bureau, tu sais, c'était juste ce setup-là que j'aimais, tu sais. L'histoire était vraiment pas pareille, c'était l'histoire d'un... C'est ça, c'était un gars qui était un peu le rejet à la job, tu sais, puis il se faisait... un de ses collègues un peu bully... il se faisait dire la mauvaise journée pour le party d'Halloween, tu sais. Puis il arrivait avec un méga costume de diable comme ça, tu sais. Puis personne d'autre était déguisé. Puis là, il passait la journée comme ça. Puis en fait, le film, c'était juste lui qui... c'était à la fin de la journée, puis il racontait sa journée à une petite fille sur un bar d'autobus, genre. Puis il racontait ça. Tu sais, elle était comme, pourquoi t'es déguisé en diable? Puis il racontait, c'était le party d'Halloween au bureau. Ben en fait, non, mais Serge m'a dit que ça l'était. En tout cas, fait que c'était juste ça. Puis là, j'étais comme, après Phobie, j'étais comme, cette affaire-là de diable, on dirait que je suis pas allé au bout de ça. Mais effectivement, t'étais pas allé au bout. Non. Puis là, après, c'est ça, c'est pour ça que c'est difficile après de mettre sur le timeline qu'est-ce qui est arrivé quand. Je me souviens quand j'ai eu l'idée que ce serait un concessionnaire de voitures, c'est arrivé rapidement. Parce que c'est ça, comme tu dis, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs... Puis même là on peut dire des spoilers. Oui, 2013, 2018. Ouais, je pense que. Si les gens qui écoutent ce podcast-là. Ouais, ben généralement. Pas qu'ils l'ont lu nécessairement, là, je sais pas. Bon, alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui n'ont pas encore lu Samuel Quentin, vous êtes en train de nous écouter, vous pouvez juste peser sur pause et quand vous repèserez sur play, ça continuera, on sera là. Okay. Mais juste le fait que c'était un vrai démon, tu sais, c'était pas là dès le début, tu sais. Ouais. Je pense qu'au début, j'imaginais juste comme une journée que ça se passe l'Halloween. Dans un concessionnaire de chars âgés, puis lui est déguisé en diable, c'est un peu le rejet de la gang, tu sais. Puis rapidement, c'est comme, non, ça serait drôle, c'est un vrai démon. Puis là, attends, là, le lendemain, tu sais, puis là, rapidement, la structure s'est mis en place, là, qu'au début, on allait être l'Halloween, tu sais, ça allait pas être révélé que c'était vraiment un démon, puis en tout cas. Puis après, je me souviens quand j'ai eu le flash de lui travailler au concessionnaire, mais... il va tenir une librairie dans le concessionnaire, tu sais. Mais il n'y a pas d'explication pour ça. C'est juste comme ces trois idées-là. Ouais. Ça se fait sur des années, on dirait, ces affaires-là, tu sais. Mais là, puis là, après, tu viens ça m'a pas pris des années à faire Ville et Misérable, mais on dirait Mais tout le pacing, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Parce que, écoute, je me souviendrai toujours, là, la première fois que je t'ai lu, j'ai fermé la couverture. J'ai écrit à Luc Bossé tout de suite en disant... OK, je recommence parce que j'avais l'impression d'avoir sniffé trop d'hélium. Ouais. J'étais buzzé. Et vite, puis ça, c'est peut-être une déformation professionnelle. Tout de suite, moi, ce que j'ai vu dans Ville et Misérable, c'est ton talent de direction. La direction d'acteur, là. C'est ça que tu m'avais dit, ouais. Je m'en souviendrai toujours, ouais. Je sais que ça peut paraître étrange comme commentaire. Moi, quand tu m'as dit ça, ça m'en a fait prendre conscience. Puis j'ai réalisé que oui, c'était ça que j'aimais faire, tu sais, dans le fond. Ouais. Ah, tout à fait. Ouais. C'est cinématique, mais dans le jeu. Et dans le ton aussi, c'est très, 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 très particulier. Et à la fois
très, très maîtrisé. Et ça aussi, c'est ce qui m'avait énormément étonné pour un deuxième album en plus. Et je me souviens que je l'avais dit ça à Luc Bossé. Je dis, mais là, pour un deuxième album, c'est de la bombe. Là. Il se passe quelque chose. Et Dieu sait que je pense que je suis un lecteur privilégié. Je lis beaucoup depuis longtemps. Et ce qui est difficile lorsqu'on lit pour le travail aussi, c'est qu'il y a un moment donné où ça nous arrive moins souvent d'être étonné, tout ça. Et là, je t'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pour ça un coup de pelle en plein visage. Là. Ben, ça, je veux que ça, tu sais, l'affaire du coup de pelle, tu sais, je suis content d'entendre ça parce que, tu sais, ça m'arrive en travaillant d'être, ben, tu sais, de toute évidence, tu sais, je fais pas dans la dentelle. Ben non, c'est pas vrai, mais je fais, tu sais, quand on dit, je sais pas, là, quand going for it, je sais pas comment dire, j'y vais tout le temps, on dirait, tu sais, je veux dire, si j'ai une idée, je veux y aller jusqu'au bout. Oui, tu vas au fond de l'idée. Ça, exactement. Même clair. Trop, puis... Ben, trop, après, ça dépend du lecteur aussi. Mais moi, c'est ça. Moi, j'aime ça de moi. Tu sais, je le disais pas de manière négative. Tu sais, même, je vais relire des affaires, tu sais, de White Earth. Je vais dire, oh my God, il y a tellement de répétitions dans cette scène-là, mais je voudrais pas l'ôter pour autant. Tu sais, je trouve que ça fait partie du style, puis je suis content que ce soit là. J'aime les défauts qu'il y a là-dedans, tu sais, puis j'aime que ce soit trop, tu sais, puis trop intense par bout, tu sais, ça fait partie du style pour moi, là, tu sais. Mais quand je faisais Ville, tu sais, même la dernière scène que j'ai rajoutée, c'est la scène du rêve où il fait un rêve vraiment érotique, mais sinistre puis morbide, là. Surtout, oui. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Puis, mais tu sais, j'avais vraiment le feeling que j'étais comme, c'est comme trop propre, genre, je sais pas, tu sais, c'est comme il manque de quoi de plus punk un peu, là, mais tu sais, genre, j'avais vraiment le feeling qu'il me manquait de quoi, tu sais, puis je me souviens, puis là, j'avais fait cette scène-là, j'étais comme, ça, j'avais eu l'idée de cette scène-là, puis je me souviens, tu sais, comme le livre était pas mal fini, tu sais, puis j'avais appelé Luc, j'avais dit comme, hey, ok, là, je viens de faire un 10 pages, là, séquence de rêve, c'est débile, c'est le meilleur bout du livre. Genre, tu sais, j'étais vraiment trop excité. Puis il était comme, ouais, crime, wow, j'ai hâte de voir ça. Puis je me souviens vraiment, quand j'y ai fait lire, j'étais à côté de lui, j'étais comme, je me frottais les mains, tu sais, j'étais comme, tu sais, puis il était comme, ok. Il avait pas la même excitation que moi. Il était comme, ok, on va là. Tu sais, je suis comme, ouais. Il était comme, ouais, c'est tout ce qu'il a dit, il a fait, ok. Mais c'est ça, c'est qu'il a complètement endossé cette proposition-là, qui arrive en fin d'album en plus. C'est vers la fin. Dans le dernier quart, tu sais, c'est juste avant la fin. Et c'est ça aussi qui est formidable, Samuel, c'est de voir aussi Pau et donc Luc Bossé développer un auteur. Et ça, c'est vraiment agréable. Et dans ton cas, la progression, elle est fulgurante. C'est-à-dire que entre le premier et le deuxième album, là, vraiment, Et ensuite, s'ensuit White Horse. Mais avant d'aller à White Horse, je sais pas si on peut en parler du projet Ville et Misérable. Oui, pour le film? Oui. Ah, ben oui, certainement. Ben oui, on a annoncé la nouvelle. On a eu... en ce moment, on est en écriture. Ouais. C'est ça. C'est un réalisateur qui s'appelle Jean-François Leblanc. Oui, c'est un jeune réalisateur du quartier, d'ailleurs, ici, de Schlager-Maisonneuve. Oui, exactement. Oui. Il connaissait la place ici. Il est jeune, hein? Je pense qu'il a à peu près mon âge. Et quel âge as-tu, Samuel? Moi, j'ai 32. OK. Mais il me semble que mon âge... Oui, c'est ça, c'est un jeune. Mais... Oui, jeune. Ben, de ma perspective, vous êtes jeune. J'ai le droit, je suis un aîné, j'ai le droit de le dire. OK, oui, donc... oui, c'est ça. Puis je le connaissais pas pantoute, mais il m'a comme écrit ça encore là, sur Facebook. Tout se passe Mon sur Dieu, Facebook. tout se passe sur Facebook dans ton cas? Je suis vraiment un sale millénial. Non, mais... Mais ouais, mais c'est une bonne manière de rejoindre. Ouais. Il m'a même dit après que c'était comme, il m'a écrit sur un coup de tête un peu chaud en rentrant d'une soirée, tu sais. Puis que lui, c'est lui avait trippé sur Ville, puis il m'écrit, puis j'étais comme, on avait eu un petit peu, tu sais, on a déjà entendu des possibilités d'adaptation, mais rien de sérieux, là, tu sais. Puis je suis comme, ok, cool, là, on va prendre une bière une couple de jours plus tard, le courant passe bien, finalement... on rencontre, lui, il était avec faire ça avec une boîte de prod qui s'appelle le Colonel Film,
sont super cool. Là, je rencontre les 3 filles qui runnent ça. Je sais pas, juste comme un vraiment bon feeling. Fait que là, on était comme, OK, parfait, comme on prend une option d'achat sur les droits. Puis là, ça fait comme 1 an et demi peut-être tu sais, comme... tu sais, moi, j'étais pas mal sur Whitehorse là, l'année passée, là, tu sais. Fait que là, mais là, cette année, moi puis Jean-François, on est en train de travailler sur le scénario, là, tu sais. Hey, on scénarise ça, là, ensemble. Puis, ouais, c'est le fun. Puis c'est... J'ai hâte de voir la scène du rêve. Ouais, on va la faire. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui va sauter, mais en fait, il y a des choses qui vont s'ajouter, tu sais. Ouais. Il y a comme une ville, il y avait comme... Il manquait de peut-être d'un 3e acte. Tu sais, il y avait... Tu sais, c'était comme évident en regardant ça que peut-être 60% d'un long métrage était là, mettons. Mais... fait qu'il y a quelques... Non, il y a comme une... Je pense qu'il y a une twist le fun, là, tu sais, qu'on a trouvé. Je veux pas brûler de punch. Mais non, c'est ça. Ça serait fou de brûler des punchs avant même. Oui, à ce moment-ci, ça serait pas conseillé. Ouais. Mais fait que c'est cool, tu sais, de retourner dans cet univers-là. Là. L'idée, c'est de le garder, tu sais, je veux le garder aussi étrange, tu sais. C'est sûr que oui, il y a des compromis à faire, là, tu sais, c'est comme l'art du compromis, le cinéma, un peu, là. Ben, pas toujours, là. Idéalement, non, là. Idéalement, ouais. Mais, on a des institutions à convaincre de nous donner de l'argent. Oui, déjà ça, c'est déjà beaucoup. Fait que, mais tu sais, c'est comme important pour moi de garder le petit, l'aspect complètement étrange, puis sorti de nulle part de ville, tu sais, là. Ben, parce que c'est sa couleur, c'est profondément ça. J'aimerais donc... ça que ce que tu as dit, tu as ressenti en le lisant en salle, ça puisse un coup de pelle en cinéma, là. Exact, ouais. Et c'est fou d'ailleurs parce que ces dernières années, même le cinéma québécois subitement s'intéresse à la bande dessinée. Je sais, bon, tout le monde le sait, qu'il y a un projet de Red Ketchup. Bon, il y a eu le film de Paul. Il y a aussi Philippe Gérard, auteur de Québec, qui a 2 de ses albums qui sont en développement. 2? Oui, 2. Wow. Il y a Sviane aussi qui a touché un peu avec l'ONF. Fait qu'on sent vraiment que... moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Ben oui. Surtout si il s'agit de trucs aussi diversifiés et extrêmes que Ville et Misérable et Red Ketchup. Là, on est dans quelque chose... On n'est pas dans le consensuel non plus, là. On est dans... Non. Moi, on est dans le cinéma de genre, en fait. C'est malade. Oui, vraiment, c'est ça. Et Dieu sait qu'au Québec, le cinéma de genre, il l'a pas eu facile. Non, pas du tout. Puis ça m'a toujours comme pas attristé, mais gossé plus. C'était le seul bon mot. Mais c'est pour ça que je pense aussi que ça sera pas facile non plus. Tu sais, essayer de faire que ce film-là se fasse. Tu sais. Moi, j'y crois là, à 100%, là, là, mais ça sera pas cet été, mettons. Là, là, Mais à date, c'est comme encourageant. Là, on a eu une bourse du Conseil des arts pour écrire le scénario. Fait que là, on va plus se concentrer là-dessus cette année. Puis, en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Vraiment, le mot de Cambronne, je vous souhaite vraiment que ça se fasse parce que ça serait quand même formidable. Ah, moi, je veux absolument. Là, comme à chaque fois, le but, c'est comme tu parlais tantôt, sur le jeu, moi, ça, comme je te disais, j'adore les films et tout, puis j'aime les acteurs, puis j'aime ça, ça vient me chercher. Fait que c'est toujours un petit rêve à chaque fois que j'entends mes trucs jouer. Là, on vient de tourner une web-série. Justement, Sylvain le Magnifique. Ouais. Ça, c'était comme toute une expérience. Ben, on est un peu là-dedans. Là, vous êtes en post-production. Ouais. Ben, justement, parle-nous de ce projet web-là. Ouais, ben, c'est... ça, c'est pas adapté d'une BD. Ça, c'est vraiment... Moi, le scénariste, mettons. Ouais. C'est ma première expérience, là, mais c'est comme un... c'est le Fonds indépendant de production, le FIP, là, qui a financé ça. C'est comme une genre de pas une loterie, là, mais c'est... bravo, parce que c'est difficile de se faire financer par le FIP. C'est ça, c'est un peu... Il y a des centaines de projets, puis ils en prennent 5, mettons. Là, tu sais. Ouais, ça ressemble un peu à une école de théâtre ou une école de cinéma. Ouais, c'est ça.
Et donc, on a passé. Ben oui, bravo. C'est cool. Bravo. Puis on a vu, vous aviez l'année passée libéré, non, publié une bande-annonce. Ouais, en fait, ben c'est ça, le film, ça fonctionne comme ça. Il faut que tu tournes une genre de fausse bande-annonce. Ouais. Tu sais, comme ce que cette bande-annonce-là, il n'y a rien de ça qui a été tourné autre que ce qui est dans la bande-annonce. Là, c'est comme c'est une fausse bande-annonce. Mais tu sais, comme on a tout retourné ça pour la série, là, ces scènes-là. Fait que là, on a tourné les 2 premières semaines de février. Puis là, sont en montage. Là, c'est ça, j'étais là ce matin. Puis... Donc, c'est combien d'épisodes au total? 8 épisodes de 10-12 minutes. Ça va être quand même! Donc, c'est un... 90 minutes. C'est l'équivalent d'un long métrage, là. À peu près, ouais. Ah oui? À peu près, ouais. Et la prémisse? La prémisse? C'est ça s'appelle Sylvain le Magnifique. C'est un magicien... c'est comme un magicien un peu à la Luc Langevin. Ouais. C'est comme un magicien vedette québécois qui est joué par Emmanuel Schwartz. Puis, mais il fait de la vraie magie, c'est ça le concept. Puis, mais il fait pas de la... C'est ça, mais il utilise juste sa magie pour faire comme... apparaître des Pop-Tarts ou... c'est comme passer devant dans une file au Starbucks. Des affaires de même, là, des affaires de peu d'ampleur. C'est pratiquement un super-héros, dans le fond. Ouais, mais qui utilise pas ses pouvoirs. Il n'y a aucune grande responsabilité. Tu m'étonnes. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'à la fin, Ah ouais, peut-être. Mais à la base, c'est ça. C'est lui qui est comme blasé, puis comme son cover, c'est ça. C'est que c'est un magicien, mais dans le fond, il fait apparaître les choses pour vrai, puis il est juste comme blasé, puis cynique, puis... pas super cool. Puis c'est ça. Là, il y a comme une affaire d'intrigue amoureuse. Et ça sort quand, ça? Pas super. Ben, ça va sortir assez rapidement. Je sais pas la date précise, mais ça va sortir en mai. Oh, donc c'est début mai. Bientôt, là. Début mai, là, wow. ouais, je pense. OK. Sur Télé-Québec. La diffusion, c'est Télé-Québec, mais le site web, là, parce que c'est une web série. Mais ouais. J'ai bien hâte de voir ça. C'est stressant, là. C'est comme excitant puis stressant, tu sais, comme je te disais, tu sais, en BD, c'est le contrôle que j'aime, là, tu sais. Là, j'ai l'air fou de dire ça, mais j'aime le contrôle. Mais la liberté, tu sais, le fait d'être seul puis c'est ça, ça amène quand même une grande liberté, tu sais. Je sais pas si j'avais été... mettons, au lieu de faire Ville, si j'avais comme travaillé dès le départ pour en faire un long métrage, je sais pas s'il serait sorti comme ça, je sais pas s'il y aurait eu autant cette touche-là. Parce que le cinéma, tu l'as dit tantôt, c'est un art de compromis. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'intervenants, c'est un travail d'équipe, puis... Je pense que, tu sais, non, idéalement, tu sais, le réalisateur a sa vision, puis je sais pas si... On dirait que j'aime ça, avoir juste moi à convaincre en faisant de la BD, de ma vision qui est bonne. Ouais. Oui, puis travailler avec des acteurs aussi, tu sais. Ça, j'ai adoré. Ouais. Parce que, justement, c'est tellement précis dans tes albums, le jeu, que... Mais en même temps, un acteur, c'est de la matière brute, c'est vivant. Puis bon, Schwartz, c'est quand même pas... c'est un grand talent, là. C'est pas... Puis en fait, moi, je suis tellement excité du cast qu'on a pu assembler. J'ai Daniel Lemay. Éric Bernier, Julien Corriveau, Léane Labrèche d'Or, Christian Bégin. Oui, Christian est là-dedans. Il fait un petit rôle, ouais. Il fait un animateur de talk show un peu phony. Ah oui, hein? Ouais, il est super drôle. Ouais, il est très drôle, Christian. Ouais. Puis ça commence, c'est ce premier épisode, ça se passe tout dans un talk show. Puis Sylvain est invité, puis c'est lui l'animateur. Là, c'est un genre de talk show... j'allais dire à la Salvaille, là, mais pas tant, là, sans les implications. T'es pas sûr que t'oserais mais tu l'as fait, c'est bien, sans les... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme, ce projet-là a commencé il y a comme 2 ans, tu sais, c'est ça que je disais, c'était comme un animateur un peu à la Salvaille, là, tu sais, c'était pour donner une référence, là, tu sais, mais... Excuse-moi. Maintenant, les gens pensent à autre chose quand tu dis ça, mais... Ben oui, hein, ça colore un peu notre imaginaire, dirons-nous. Ouais. Est-ce que, par exemple, il y aurait une possibilité d'inverser la tendance dans ce cas-ci et d'en faire, sans en faire d'en faire un album ou d'en faire... Je pense pas pour ce projet-là, je pense. Ben, j'haïrais pas ça, mais je dis pas non, là, tout se peut, mais
je l'ai tellement toujours... tu sais, je l'ai vraiment imaginé avec des acteurs depuis le début, ce projet-là. On dirait que j'aurais le... En tout cas, je ressens pas le besoin de le faire en BD. Tu sais. J'ai une couple d'autres projets de BD là, qui me pressent plus avant. Mettons. OK, donc on te perdra pas comme auteur de bande dessinée. Non, ben non, mais c'est ça. Parce que ça, évidemment, je voulais en mais là, j'ai l'impression, même tantôt, je suis trop dur avec... J'ai l'impression que j'arrête pas de chier sur le milieu du cinéma puis de dire que j'aime ma liberté que j'ai en BD. Je pensais que c'était clair. Non, mais pourtant, c'est pas ça que je veux dire. J'ai adoré mon expérience de web-série. Idéalement, je ferais les deux. Ben oui, mais pour tout, ben oui, c'est sûr. Parce que je trouve qu'en plus, je peux me le permettre côté temps. Tu sais, genre, ça me prend du temps dessiner une BD, écrire Sylvain le Magnifique, ça m'a pris bien moins de temps que de faire White Horse, mettons. Là, je l'ai écrit, mettons, un mois, puis là, après, les gens, il y a une équipe après qui prend le relais, puis qui... Ben, c'est sûr que c'est plus rapide. Ben c'est ça. Ben puis oui. c'est ça, il y a plus de gens qui travaillent dessus. Puis fait que j'aimerais idéalement, tu sais, comme avoir une carrière où je peux faire les deux, puis je peux continuer à scénariser. Tu sais, Non, ben, puis, c'est une bonne nouvelle parce que ouais. il y a des auteurs des fois qui, une fois qu'ils ont touché au médium télévisuel ou cinématographique, tout à coup, la perspective de retourner faire un album reclus à la maison dans son atelier, on sent tout à coup que ça les intéresse moins. Ah, pas moi. Non, moi, au contraire, je pense que, tu sais, j'ai comme hâte là, de me retrouver là-dedans, là, tu sais, là, J'aime ça être seul, de un. Je suis pas un reclus là, de nature, non, je suis super social, mais j'aime ça, ce moment-là, de juste comme concevoir une œuvre. Tu sais, comme juste artistiquement, tu sais, c'est la chose qui me satisfait le plus, là, tu sais, là. Et donc, c'est la chose qui me satisfait le plus. Je pense que c'est rendu essentiel à mon bonheur, là, d'entretenir un projet de BD, le faire, le publier. T'sais, on dirait que c'est rentré dans... Je voudrais jamais que ça se termine, idéalement. Là, et c'est fou, parce que ça fait quelques années à peine là, que tu fais ça, que tu as enchaîné les... Ouais. C'est bon, j'en ai fait 3, 4, mais... en fait, White Horse, c'est en 2 parties, donc ça compte pour White Horse. Non, moi je pense que chaque album, surtout, il y a quand même un petit délai entre les deux. Moi, je l'ai attaqué comme un autre livre, mais à la base, je le voyais comme juste un livre, 1 et 2, mais concrètement, dans les temps, j'ai comme pris un petit break après le 1, puis j'ai un peu rechargé j'ai comme remanié un peu le scénario du 2, tu sais, je l'ai abordé à nouveau un peu, là. Ton diptyque, donc le premier volet est paru en 2015 aux éditions Pow. Et on peut dire que dans une certaine mesure, c'est la consécration. Là. White Horse, après Ville et Misérable, là, les prix arrivent. L'album est attendu aussi. Ouais, c'est vrai. Puis on a gagné le BD-Lys. Oui, le BD-Lys. Puis le prix Marc-Olivier Lavertu aussi. Oui, ben oui. De Lémy, ouais. Oui, ben oui. Est-ce que tu sentais une pression, toi? Te sentais-tu attendu comme auteur? Non, mais quand je faisais White Horse, je trouvais que c'était différent de ce que j'avais sorti. C'était pas différent pour moi. Il y a comme une je trouve ça étrange. Tu me tournes dans l'ordre que mes livres sont sortis. Je dirais que White Horse, on dirait que ça aurait pu être mon premier. C'est peut-être comme l'histoire que j'avais en dedans de moi depuis le plus longtemps. Okay. Puis ça remonte même, c'est basé sur une genre de nouvelle que j'avais écrite il y a super longtemps. Puis ça ressemble plus à ce que j'écrivais au début de ma vingtaine. Genre même qu'il y a des affaires là-dedans que j'étais allé piquer à des textes. Ben c'est ça, c'est basé sur une nouvelle, mais que j'avais écrite il y a comme genre 11 ans, je sais pas, 10 ans, au début de ma vingtaine, mettons. Fait que c'est plus personnel, c'est plus... quand je le faisais, j'avais le feeling que c'était exactement ce que j'avais envie de faire en ce moment, tu sais. Puis j'avais même reporté... Après, quand j'ai fini Ville et Misérable,
J'avais une idée que ça faisait longtemps que je traînais, que là, je vais probablement faire là, qui s'appelait Shérif Junior. C'est ça, un western. De western, ouais. un peu... que c'était un psychopathe, un peu, le personnage principal. Puis, c'est un shérif de 12 ans, mais genre, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai cette idée-là, puis je veux absolument le faire, là, tu sais, là, j'adore ce projet-là, puis probablement c'est ça que je vais faire prochainement. Mais on dirait que j'avais envie de faire de quoi. Je l'ai comme mis de côté après Ville, puis je suis retombé dans cette histoire-là de Whitehorse, puis j'étais comme non, je veux faire de quoi de. C'est plus proche côté. C'est plus personnel, ça, tu sais, ça me ressemble plus, tu sais, puis j'avais envie d'aller dans cette émotion-là, tu sais, puis de faire de quoi de plus proche de moi, tu sais, ou des gens que je côtoie, dans un univers plus réalisé. Là, je dis ça, là, je pense à la deuxième moitié, puis je suis comme... Mais la prémisse... Quand même dérapé, oui, mais... Ouais. Oui, mais la prémisse de départ... Exactement, c'est ça. C'est réaliste. Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est comme sur la fin d'une relation, sur la jalousie, ces affaires-là. Fait que quand je le faisais, je pensais pas nécessairement que j'allais être... qu'on m'attendait, mais je me dis, à une partie de moi qui me dit en le faisant, je pense qu'ils ont pas vu ce côté-là de moi, puis c'est ça que je pense que, je sais pas, je pense que ça va soit en étonner, tu sais, il y a des gens qui ont pu triper sur Ville, qui ont pas trippé sur Whitehorse, et l'inverse, il y a des gens qui ont... je sais que moi, autour de moi, mes amis proches, ils ont beaucoup trippé sur Whitehorse, tu sais, okay. Parce que je pense qu'ils se reconnaissaient là-dedans, dans le milieu, ils me reconnaissaient moi. Après, il y a du monde qui comprenait pas après Ville et Misérable, tu sais. Ben pourtant, moi, je pense que c'est quand même assez... C'est pas extrêmement différent, là, tu sais. Bon, en tout cas, moi, de ma perspective, non. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est moins fantaisiste au départ. C'est ça. Le premier tome, c'était vraiment... Ça commence sur une discussion de 50 pages d'un gars, sa blonde, ça va prendre l'autobus, puis après, ils s'en vont dans un party, puis c'est pas mal ça. Puis à la fin, ils se laissent. Mais on sent bien à la fin du premier tome, lorsqu'il est paru, on s'est dit, oh là là, OK. Ouais. C'est une dérapage, c'est dans le deuxième. Et effectivement, ouais. Et donc, la réception a été... Mais elle a été vraiment bonne, j'étais vraiment content. C'est ça que j'essayais de dire. Ouais, que, tu sais, comme je sentais en le faisant que c'était ma chose préférée que j'avais faite, puis j'étais comme, j'espère que ça va pas passer dans le bar, tu sais, parce que... puis ouais, ça a été vraiment bien reçu, puis ouais, je suis super content de ça. Là, je peux juste aller vers le bas après ça. Mais non, pas encore. Pas encore. Non, mais justement, donc, le premier tome paraît en 2015. Je dois t'avouer que j'ai été étonné de la taille du deuxième tome. Parce que les gens l'ont attendu. Les gens... Puis bon, je sais que Luc avait annoncé un moment qui était pour paraître l'année suivante, en 2016, pour le Salon du Livre, je pense. Et là, les gens l'attendaient. Puis là, finalement, non. Ouais, c'était ça mon plan. Ouais, même que je pense qu'il y avait des librairies qui avaient on l'avait même annoncé... Ah oui. Hein? Je pense que là, après cette année, en 2017, je pense que jusqu'à la toute dernière minute, t'es sûr qu'il va être prêt? Parce que je pense qu'il l'avait même, en 2016, il l'avait comme annoncé chez le distributeur, puis je sais pas, tu sais... Je sais qu'il me semble qu'il y avait des librairies qui l'avaient, là, ils l'attendaient cette semaine-là, puis j'étais comme, oh, non, il est loin d'être prêt, j'ai même pas encore commencé à dessiner, tu sais. Il y a eu comme ça prenait de l'ampleur. Il était écrit comme quand le premier est sorti, le deuxième était comme peut-être écrit à moitié. Genre. OK, donc le travail était amorcé. Là. Amorcé, oui, vraiment. Il y avait une bonne partie de fait, mais peut-être le tiers, mettons, du deuxième était déjà écrit. Mais ça a comme changé. Celui-là, j'avais pas ma fin encore pendant longtemps, j'avais pas ma fin, je l'ai trouvé juste à la fin. Mais je savais comment ça finissait, mais tu sais, le dénouement pour se rendre là. Fait que j'ai comme commencé à écrire, finalement, je l'ai dessiné super rapidement à la fin de l'été. Là, je viens juste de le finir dans ma tête, on dirait, Whitehorse, puis il est sorti comme... je pense que je le finissais, puis il est sorti un mois plus tard, là, tu sais, de quoi de fou de même. Là, est-ce que... parce que le second tome, on parle vraiment d'un dérapage, c'est-à-dire que là, Laura s'en va tourner le film à Whitehorse.
Et Henry se donne pour mission de reconquérir son cœur et donc il part à l'aventure. Mm-hmm. Est-ce que, même si tu avais le tiers d'amorcer dans le travail, est-ce que les commentaires des lecteurs ont influencé ton travail d'auteur pour la deuxième partie? Non. OK. Parce que à la fin du premier album, les jeux sont tellement ouverts qu'on n'a aucune idée. En fait, on se dit, on sent bien qu'Henry va y aller. Ouais. Mais que va-t-il se passer à Whitehorse? On n'en a aucune espèce d'idée. Ouais, là. c'est ça. Mais non, en fait, même, je te dirais le contraire. Que, je sais pas, j'ai tellement eu des bons commentaires pour le premier qu'en faisant le 2, on dirait que j'avais pas vraiment le contrôle sur ce qui se passait, tu sais. Ça se développait, tu sais, puis c'est comme je disais tantôt, comme je vais au bout d'une idée quand j'en veux une, mais tu sais, ça peut être un défaut aussi. Des fois, je me fais, sidetracker, là, tu sais, des fois, je m'égare puis rapidement, j'étais comme, OK, là, je suis vraiment dans cette direction-là, que là, c'est comme, genre de parodie de livres d'aventure loufoque avec comme Sébastien qui les suit, puis là il lui arrive plein de péripéties, tu sais, puis à un moment donné j'ai juste accepté que c'était comme j'étais déçu moi-même que les gens qui avaient tant aimé le premier, tu sais, ils retrouveraient pas la genre de comédie sentimentale grinçante et urbaine du premier, genre, mais oui, mais l'action l'impose. Je savais pas quoi, j'avais pas le choix, tu sais, exactement ils sont à Whitehorse, tu sais, je voulais pas les faire juste comme jaser dans un café à Whitehorse, puis genre reprends-moi, puis tu sais, je voulais comme qu'il y ait une j'avais promis une saga épique aussi. Ben, promesse tenue, mon cher. C'est ça. Ben, c'est ça. Fait que je voulais qu'il y ait je voulais que ce soit assez romantique, puis épique, puis grandiose. J'avais comme ces idées vagues-là, mais c'est ça. Pour se rendre là, faut qu'il y ait plusieurs péripéties. Puis je suis le premier à détester les péripéties, mais je sais pas, je me suis comme pris au... Non, mais... T'es pris au jeu, parce que... c'est prendre au jeu. Mais pas de détester les péripéties, mais genre... je peux adorer un film que ça se passe justement dans un café puis deux personnes jazzent, ouais. Tu sais, là. Mais je sais pas si c'est un début. Mais pour vrai, en réel, la vérité, c'est que j'avais pas tant le contrôle sur. Tu sais, oui, t'as le contrôle, tu prends une série de petites décisions qui te mènent à ça, mais en bout de ligne. Quelle décision a fait que ça a viré vraiment là? À un moment donné, une décision te pousse, te force à choisir une avenue, puis tu y vas là, à 100%, là, puis don't look back. Là, c'est drôle parce que en lisant les deux tomes de Whitehorse, pour moi, le premier, c'est... Si j'avais à l'associer à un film, ce serait, mettons, Punch Drunk Love. OK, ouais. Et le deuxième, c'est... Fais pas le saut, mais Last Action Hero. Avec Schwarzenegger, ouais. Espèce de film deuxième degré. Bon, ça, ouais, ben oui, c'est ça, mais c'est un film qui est totalement deuxième degré. C'est qui avait fait ça? C'est quoi le nom c'est quoi le nom du réalisateur? Ben, je me suis fait longtemps. Ouais, là, tu t'en allais dire que t'étais jeune, hein? Hein? Tu t'en allais-tu dire que t'étais jeune quand c'est sorti? Ben, c'est sorti en quoi, 94? Oh non, avant, je pense, avant 90, ça, ouais. 90? Oui. OK, ouais, non, j'étais jeune en 90. Ouais, moi, j'avais l'âge d'avoir vu ça au cinéma. Mais non, mais c'est un réalisateur qui avait d'autres trucs? Oui, mais j'arrive pas à me souvenir du nom, c'est niaiseux. Ah, c'est fatigant. Je peux-tu checker, ça se fait-tu? Oui, ça se fait. Pendant qu'on continue. Pendant qu'on continue, mais tout ça pour dire que à partir du moment qu'on embarque dans un album de Samuel Quentin, on accepte l'inattendu totalement. 93. 93, hein? Ouais. Ah ouais, OK. Et c'est... T'as-tu le nom du réalisateur? Ah, John McTiernan, c'est pas lui qui avait fait Die Hard? Oui, exactement. Le premier, Prédateur, Die Hard. OK. Ouais. Chris, On for Red October. J'ai sacré. Ah ouais, non, OK. Ouais. Il y avait l'acteur qui jouait dans Amadeus aussi, là, qui jouait... Qui jouait Mozart? Non, l'autre Salieri. Abrams. Ouais. F. Murray Abrams. Ouais. Donc c'est ça. Bref, c'est ça qui est formidable dans ton cas, c'est que l'inattendu
en quelque part, pardonne tout. C'est-à-dire que c'est une convention. Quand on lit du Samuel Quentin, on est pris en charge. On embarque dans un manège dont on ne connaît pas du tout l'issue. On ne sait pas si il va y avoir de l'eau, s'il va faire noir, si ça va descendre vite. On n'a aucune espèce d'idée. Et ça, je trouve que c'est une très, très grande force. Ah, merci. Ouais. Ben, OK, ouais, c'est cool. C'est cool de savoir ça. Là, je vais prendre encore plus de liberté. Est-ce que jeune, toi, tu lisais de la bande dessinée? Est-ce que t'es... Oui, vraiment. Okay. Ouais. Donc, Gottlieb? Pas particulièrement. Oui, j'en ai lu beaucoup. Là, Okay. J'ai tout lu de Gottlieb, mettons, mais plus à l'adolescence. Mais non, moi, c'était vraiment classique Tintin. Là, j'étais un gros tintinologue. Ah oui? Ouais, je trouve que ça paraît dans White Horse 2 un petit peu, tu sais. Il y a comme un petit peu un humour bon enfant par bout, là, tu sais, comme... Moi, c'était inspiré un peu, tu sais, comme toute l'affaire de Sébastien, là, tu sais. Moi, j'imaginais vraiment, tu sais... comme Rastapopoulos puis Alan dans Vol 714 pour Sydney, tu sais, c'était un peu ça l'influence. D'ailleurs, c'est grotesque. C'est grotesque, oui. c'est ça. Puis Rastapopoulos, il devient... il y a plein de blessures à la fin. Oui, il est caricatural. Il était bien en espèce de cowboy. C'est ça, il y a son truc de cowboy en lambeaux. Puis le Sébastien aussi, il devient tout en lambeaux. Puis il y a un accident d'avion. Puis... Fait qu'Hergé a fait du Samuel Quentin, c'est incroyable. Ouais, c'est ma plus grosse influence. Ben, à quelque part, là, tu sais, là, très loin, mais c'est comme mon premier... ma première grande obsession, là, Tintin, ouais. Au-dessus, je le place encore au-dessus de tout, pas mal, là, mais c'est sûr, j'ai lu. Même Franquin? Ouais, mais oui. Mais, ouais, parce que... Bon, on fera un autre balado juste là-dessus, d'abord. Ouais, je me suis souvent stiné là-dessus avec, genre... Alex Fontaine-Rousseau. Ben, pas ostiné, là, mais tu sais, je sais que lui, il est pas mal plus Spirou. Moi, j'en ai lu, mais c'est ça, j'ai tout lu ces affaires-là, vraiment, obsessivement aussi, mais je sais pas, pour moi, Tintin, c'était comme d'une classe à part. C'était plus différent. Côté dessin, mais c'est pas que j'aime mieux Hergé que Franquin, tu sais. Franquin, tu sais, probablement plus un virtuose du dessin, mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de gens qui dessinaient comme Franquin, tu sais, comme tout ce style-là, franco-belge. On dirait que j'en consommais quand j'étais jeune, puis c'était moins spécial. Que ça reste probablement lui le meilleur, mais on dirait que, je sais pas, j'en consommais beaucoup de BD de même, mais quand j'arrivais sur un Tintin, je sais pas, c'était comme, je sais pas, il y a de quoi de plus, il y a une petite coche dessus, le souci des détails, je sais pas, le sens de l'aventure aussi. Je le mettais... Ce qu'on retrouve dans White Horse 2, bon, évidemment, c'est décalé, là, mais maintenant que tu parles d'Hergé, il y a ce souffle-là aussi. Tu sais, dans Hergé, Tintin se lance tête première dans l'inconnu. Il est toujours... il prend toujours le pas sur l'aventure et c'est un peu ça White Horse 2 au final. C'est-à-dire qu'Henri, sans dévoiler de punch, quand même la façon dont il s'y prend et le voyage aussi. Je veux dire, entre Montréal et Whitehorse, il se passe aussi. C'est une aventure en soi. Il y a quelque chose de ne serait-ce que pour le voyage de toute façon. Tintin, c'est ça aussi. C'est l'aventure, c'est l'inconnu. Tu sais, je pensais pas concrètement à Hergé en faisant ça. Ben, tu sais, je pense, tu sais, comme je dis que tu influences Hergé, mais t'es pas vraiment, c'est loin à quelque part. Ben, c'est dans ton inconscient. Exactement, c'est ça. Puis, mais ça, j'y avais pensé concrètement avec le personnage de Sébastien. Puis tous les malheurs qui lui arrivent, j'étais comme, ok, ça c'est clairement, ça vient de là, tu sais. Mais ça vient de plein d'autres choses après, là, tu sais, il y a plein de choses qui ont cette structure-là aussi, là, tu sais. En tout cas. Il y a aussi quelque chose qui est très, qui est marquant quand on te lit, c'est ce talent à faire, à manier l'humour du malaise. Et c'est une chose qui est excessivement difficile. C'est probablement l'émotion la plus difficile à susciter, que ce soit au théâtre, au cinéma, en bande dessinée. Le malaise, ça demande une très, très grande justesse pour arriver à faire ressentir ça à un auditoire. Ouais. Et toi, c'est une de tes marques de commerce. Il y a quelque chose... Ah, merci. Ben, c'est sûr, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Ben, c'est un humour qui me fait rire beaucoup, tu sais, aussi. J'étais un peu la génération
Office UK, là, la version originale de The Office, oui. 2001, là, c'était direct le moment où tu sais, j'étais comme au cégep ou je sais pas, tu sais, c'était un big deal pour moi, The Office UK, là, au début des années 2000. Fait que c'est ça, Gervais là-dedans, ouais. toute cette, ça c'est comme l'art du, on parle d'humour de malaise, c'est comme le top un peu. Là, est-ce que tu avais vu Extras? Ça série qui se passe dans le... Ouais, checké après. Là, j'ai ça. comme décroché dernière à Derek. Là, mais j'ai pas... Derek, je sais pas si tu l'as-tu vu. Oui, j'ai vu la première saison de Derek. Ouais, moi aussi. J'ai décroché. Mais en tout cas, c'est comme Gervais qui est là, comme OK, là, tu penses que t'es le meilleur acteur au monde. Là, je sais pas, j'ai trouvé que sa performance, comme il joue un déficit intellectuel, en tout cas, je suis comme, c'est Gervais au pic de sa célébrité, puis là, il y a comme une étrange peignure, puis il joue, là. En tout cas, je trouve ça comme grotesque. Je pense qu'il a mis la barre un peu trop haute au niveau du jeu. Mais c'est ça, j'avais l'impression qu'il était comme, je peux pas échouer. Ça avait l'air d'un trip d'ego, en tout cas. Puis je trouve aussi, depuis qu'il est plus avec Stephen Merchant, ses affaires sont vraiment moins bonnes. Ouais. Fait que je pense qu'il jouait beaucoup dans peut-être le garder en selle, genre, je sais pas, en tout cas. Mais donc, c'est un humour, c'est particulier faire ça. Et moi, je trouve ça étonnant, ton succès, dans la mesure où les gens au Québec en général, là, je parle pas des lecteurs spécifiques de la bande dessinée, mais les gens ont généralement beaucoup de mal ici au Québec à être en relation avec le malaise. Hein? Ouais. Et pourtant, toi, ton œuvre, c'est une des pierres d'assises de ton œuvre. Mm-hmm. Alors moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ouais, ton succès, parce que ça prouve que les mentalités changent. Ouais, mais par contre, là, je sais pas, tu sais, si je suis quand même pas exposé à tout le monde non plus, tu sais. Mon succès dans la BD reste un succès un peu confidentiel, pas confidentiel. Je sais pas si j'ai l'impression, pas que je suis comme pas que je suis en terrain conquis, mais tu sais, peut-être que mon lectorat est plus ouvert à ce genre de trucs-là, tu sais. Ouais. Ceux qui trippent déjà BD, ceux qui trippent déjà... je sais pas si j'étais exposé, si j'avais un tirage au niveau de Rabagliati, mais toi, je sais pas si je serais l'enfant chéri du Québec, je pense pas, là, tu sais. Il y aurait peut-être quelques lectrices soixantenaires, peut-être il y aurait peut-être un petit peu de difficulté. Mais ça me là. dérangerait pas non plus, tu sais, je veux dire, j'aimerais ça, j'aimerais ça être exposé au plus large public possible, tu sais, là. Je fais vraiment pas ça pour le lectorat de BD ou underground ou... Non, je suis très ambitieux. Ben écoute, oui. mais t'es bien parti parce que là, en plus avec la web-série, sait-on jamais, White Horse peut-être un projet de film un jour. Ouais. Hein? Je le vois, ouais. Film ou série télé, je sais pas. Alors, s'il y a des réalisateurs à l'écoute, vous êtes peut-être pas tout seul à le voir dans votre tête. Peut-être que Samuel le voit aussi. Donc, qu'est-ce qu'on te souhaite? Nous, en tout cas, on souhaite un prochain album, c'est sûr. Là, tu nous parlais de ton western. Ouais, c'est ça. Je veux faire... mon prochain projet, ce serait probablement... chez Rive Junior. J'en ai parlé tantôt. Oui, on en a parlé tantôt. En ondes, Oui. Non, quand tu parlais dans le dos de tes collègues, ça, c'était pas enregistré, ça. Non, oui, probablement. Là, c'est ça. Là, je travaillais au scénario de Ville et Misérable, puis même ma prochaine BD que je voudrais commencer là, cette année, là, peut-être d'ici un mois ou deux, là, le temps de mettre ça en place, ce serait chez Rive Junior, probablement. Puis aussi, j'ai comme un rêve, pas un rêve, mais je veux faire une suite à Phobie des moments seuls. Oui. Rapidement, ouais, parce que je suis rendu meilleur, tu sais, comme je te dis, tu sais, j'avais fallu que je réécrive tout, tu sais. Mais là, je pense que je suis rendu vraiment meilleur, plus efficace dans mon travail, tu sais. Fait que je pense que je pourrais comme le faire rapidement, tu sais. Puis c'est pas juste pour ça que je le ferais, là. Je sens que ça a fini un peu en queue de poisson, puis ce serait pas mon...
je le ferais, ce serait comme mon projet cette année, là, de commencer sur Rive Junior puis de faire sur le côté phobie. Est-ce que quand tu dis le côté, est-ce que tu irais jusqu'à une mise en ligne ou... Je pense pas, non. Je sais pas pourquoi. Bon, peut-être un éditeur qui va te dire ouais, tu mets pas ça en ligne. Je pense qu'il serait, le premier est encore... Oui, le premier est encore en ligne, effectivement. Encore en ligne, c'est ça. T'sais. Mais je sais pas, j'aurais peut-être envie de revisiter ça. Tu sais, comme... je le vois un peu comme un genre de sitcom dans l'espace. Je veux dire, les personnages sont là, il peut se passer d'autres choses. Ouais. J'ai rien conclu, j'ai rien... j'aimerais ça revisiter ça. T'sais. Mais sinon, ce serait de scénariser le plus possible. Puis j'ai beaucoup aimé mon expérience avec la série. Là. Bon, alors ça, on voit ça prochainement, en mai 2018. 2018 ouais. D'ici là, il y aura une présentation d'une lecture publique de Whitehorse. Ouais, qui sera présentée ici, à la librairie Z, et qui sera également, peut-être que je vais te l'apprendre, mais qui sera également présentée au Festival BD de Québec. Oh, en avril? Oui, en avril. Ah, je serai pas là. Bon, écoute, je suis en vacances, on a tout le mois d'avril. Ouais. OK. C'est comme mon... Ouais, je suis vraiment triste de ne pas pouvoir être à Québec. Je vais à chaque année d'habitude, puis oui, en même temps, c'est les vacances. Non, c'est ça, c'est que c'est prévu depuis longtemps. C'est prévu, puis c'est nécessaire, les vacances, à un moment. Samuel, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. On a quand même un peu percé le mystère de qui est Samuel Quentin. Bon, j'ai pas dit que tu étais originaire de Sherbrooke, mais je me reprends, je le dis là. Sherbrooke, Lennoxville. OK, excellent. Merci beaucoup, Samuel. Et écoute, et là je parle en mon nom personnel, mais je pense que je suis pas le seul. Je suis impatient de te relire à nouveau, donc allez merci. Au travail. Yes. Ouais. Merci. Si j'ai hâte de sortir, je fais quoi d'autre. À bientôt, Samuel. Merci. Merci.